Et si l'Afrique cessait d'attendre? Des générations durant, le Sahel a été relégué à l'arrière-plan, décrit comme une terre de malheur et d'attente sans fin. Les images de cases désertées, les récits de famines, de guerres interminables, ont forgé une conviction planétaire. Ici, tout est figé. Ici, l'espoir s'est dissous. Pourtant, il faut se souvenir que cette image du Sahel n'a pas toujours été la seule. Jadis, cette région, traversée par les anciennes routes du sel et de l'or, voyait passer des caravanes venant de Tombouctou, de Gao, de Djenné. Les échanges y étaient foisonnants, les cités prospéraient et la culture rayonnait. Mais les siècles de colonisation, puis la déferlante des conflits contemporains, ont cassé cette dynamique. À la place, le monde s'est habitué à regarder le Sahel comme une terre d'attente et de manque. Mais cet imaginaire vient de voler en éclats. À Tindaban, sous la houlette du Burkina Faso, une alliance inédite a déjoué tous les pronostics. Sans aucun conseiller étranger, sans appui venu d'ailleurs, des soldats du Sahel, épaulés par leur propre technologie, ont brisé le cercle de la fatalité. Ce n'est plus l'histoire d'une Afrique qui attend qu'on la sauve. Désormais, c'est celle d'un réveil fulgurant. Le récit dominant tombe. L'Afrique ne quémande plus. Elle agit, elle s'unit, elle invente. Elle prouve que l'intelligence et la solidarité transforment l'adversité en victoire. Tourner le dos à ce qui vient de se jouer, c'est risquer de rester prisonnier des préjugés. C'est passer à côté d'un mouvement qui pourrait bouleverser la politique, l'économie, la dignité de millions d'êtres. Car à Tindaban, il ne s'agit pas seulement d'une bataille gagnée, mais de la preuve vivante qu'une souveraineté authentique est possible, ici et maintenant. Le Sahel, longtemps réduit à une blessure ouverte, vient de tracer une frontière nouvelle. Un peuple, que l'on croyait condamné à subir, vient de s'emparer de son destin, démontrant qu'il n'attend plus d'autorisation pour se défendre, ni de sauveur pour espérer. Comment ce basculement a-t-il été possible? Qu'est-ce qui a permis au Sahel de rompre avec la résignation et de retrouver foi en lui-même? Pour mesurer la portée de cette victoire, il faut d'abord revisiter les promesses trahies et les cicatrices anciennes qui ont forgé cette renaissance. Cette victoire n'est pas née d'un hasard. Elle est le fruit d'un long chemin de désillusions, de luttes et d'espoirs trahis, qui ont préparé le terrain pour ce sursaut inattendu. Pourquoi le Sahel endure-t-il une telle souffrance, génération après génération? Depuis trop longtemps, cette région est synonyme de douleur et de frustration. Les conflits armés se succèdent, les interventions étrangères s'empilent, mais aucune ne guérit la blessure profonde. Les promesses d'aide s'envolent, laissant les peuples dans l'attente d'un salut qui ne vient jamais. Revenons sur quelques-unes de ces promesses trahies. En 1960, l'accession à l'indépendance de nombreux pays africains était célébrée comme l'aube d'un nouvel âge. Mais très vite, les espoirs se sont heurtés aux réalités. Coup d'État au Niger en 1976, sécheresse catastrophique dans les années 70, famine répétée. Dans les années 90, les programmes d'ajustement structurel imposés par des institutions internationales ont approfondi la dépendance, privant les États de moyens pour investir dans la santé ou l'éducation. À chaque crise, des promesses de plan Marshall africain ont été faites, mais rarement tenues. Arbinda, Tessit, des noms gravés comme des cicatrices dans la mémoire collective. Là-bas, le deuil est devenu quotidien. L'espoir a cédé la place à la résignation, chaque foyer vivant avec la peur au ventre. Pour beaucoup, l'avenir ressemble à une sentence déjà prononcée, inéluctable et cruelle. Prenons le cas d'Arbinda. En 2019, une attaque meurtrière a fait plus de 100 morts, dont plusieurs dizaines de femmes et d'enfants. À Tessit, en août 2022, une embuscade a coûté la vie à de nombreux soldats maliens. Ces tragédies ne sont pas des exceptions. Elles se répètent, créant une spirale de deuil et d'attente. Les familles enterrent leurs proches sans savoir si la paix reviendra un jour. Les enfants grandissent dans l'incertitude, certains n'ayant jamais connu une année sans violence. Année après année, de nouveaux uniformes foulent le sol du Sahel. De nouveaux drapeaux, de nouvelles conférences. Mais la lassitude s'installe. Les solutions importées s'empilent comme des pansements sur une plaie qui ne cicatrise pas. Les villages réclament la paix,
mais reçoivent slogans et promesses creuses. Par exemple, en 2013, l'opération Serval, menée par la France, fut annoncée comme la solution qui allait éradiquer les groupes armés. Mais 10 ans plus tard, la menace persiste, les populations doutent, et le sentiment d'impuissance s'aggrave. Les missions de l'ONU, comme la MINUSMA, ont tenté de stabiliser le Mali, mais se sont heurtées à des défis logistiques et politiques insurmontables. L'indépendance, autrefois célébrée dans les champs, s'est effacée derrière des couches de dépendance. Désormais, l'avenir ne se construit plus avec confiance, mais sous la menace d'un nouveau cycle d'aide conditionnée, de décisions imposées depuis l'extérieur. À force d'interventions ratées et de plans avortés, une habitude tragique s'est installée. Attendre le secours venu d'ailleurs. Pour les jeunes générations, la dépendance est devenue une fatalité, et l'incertitude, un horizon familier. Dans les rues de Bamako ou de Ouagadougou, il n'est pas rare d'entendre des jeunes dire qu'ils rêvent d'aller en Europe ou au Canada, convaincus que leur avenir ne peut pas prendre racine sur leur propre sol. Cette fuite des cerveaux, médecins, ingénieurs, enseignants, prive la région de ses forces vives et perpétue le cercle vicieux de la dépendance. Accepter cette histoire, c'est condamner les enfants du Sahel à n'être que des spectateurs impuissants de leur destin. C'est renoncer à la dignité, à la sécurité, à la maîtrise de son avenir. Le cercle vicieux perdure, et avec lui, la blessure de tout un continent. Mais dans la torpeur qui s'étend, une voix finit par s'élever. Une voix qui refuse la fatalité et qui ose imaginer un autre chemin pour le Sahel. Cette voix va bientôt résonner bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Quand la lassitude devient une arme, il faut écouter. Longtemps, le Sahel a été associé à l'épuisement, aux promesses brisées, aux peurs héréditaires. Mais c'est dans cette fatigue que s'est forgé un sursaut, incarné par un nom qui circule désormais de bouche en bouche, Ibrahim Traoré. Au départ, Traoré n'était qu'un officier parmi d'autres, discret, témoin silencieux des revers et des humiliations accumulées. Là où tant d'autres cédaient à la résignation, lui a transformé la colère en rassemblement. Peu à peu, il est devenu le visage de l'unité retrouvée, non grâce à de grands discours, mais par l'exemple, la discipline et la fidélité à ses convictions. Son acte fondateur ? Fédérer les énergies dispersées du Burkina Faso, du Mali et du Niger. C'est ainsi qu'est née l'Alliance des États du Sahel. Pour la première fois depuis des décennies, les peuples du Sahel ont bâti une coalition sans tuteur, sans conseillers étrangers, sans chaînes invisibles. La sécurité ne reposait plus sur des promesses venues d'ailleurs, mais sur une confiance réciproque, sur la parole donnée, et sur la certitude que nul ne viendrait les sauver à leur place. Cette démarche rappelle d'autres moments de l'histoire où les peuples se sont réappropriés leur destin. En Amérique latine, au début du XIXe siècle, Simón Bolívar a fédéré les provinces pour chasser les colonisateurs espagnols. En Asie de l'Est, le Vietnam a mené sa lutte d'indépendance contre la France, puis contre les États-Unis, à la force de sa propre organisation. De la même façon, l'Alliance du Sahel s'inscrit dans cette tradition des peuples qui refusent de subir l'histoire écrite par d'autres. L'innovation n'était pas qu'institutionnelle. Ingénieurs de Ouagadougou, techniciens de Bamako et stratèges de Niamey ont conçu une toile numérique inédite, un réseau invisible reliant les frontières, partageant chaque alerte en une fraction de seconde. Sur la nuit sahélienne planaient des drones africains, dessinés et pilotés localement, envoyant en direct leurs images à des salles de commandement où, pour la première fois, des officiers africains prenaient des décisions souveraines sans attendre d'ordres extérieurs. Pour comprendre la portée de ce progrès, rappelons qu'en 2015, lors des attaques contre Bamako, la coordination entre forces nationales et partenaires étrangers avait été laborieuse, entraînant des délais et parfois des malentendus tragiques. Cette fois, la rapidité de l'Alliance a fait la différence. À titre d'exemple, lors de la contre-offensive de Tindaban, les informations sur la position de l'ennemi circulaient en temps réel entre les postes avancés et le centre de commandement. Les villages, équipés de radios solaires, pouvaient donner l'alerte sans attendre un intermédiaire. Au cœur de tout, une doctrine simple, presque révolutionnaire, forgée par Traoré dans la poussière. Intelligence, mobilité,
Unité. L'intelligence, c'est anticiper, détecter l'ennemi avant qu'il ne frappe. La mobilité, c'est choisir le terrain, surprendre, refuser de rester figé derrière d'anciennes lignes tracées par d'autres. L'unité, enfin, c'est le ciment neuf, issu d'une souffrance collective et du refus catégorique de la fatalité. Mais cette stratégie n'est pas qu'affaire de soldats. C'est un cri de dignité, un refus de la dépendance chronique. Tout demeure fragile. Si l'alliance échoue, l'illusion d'autosuffisance volera en éclats et le désespoir ouvrira grand la porte à la domination étrangère. Le pari est immense, il s'agit de prouver à toute l'Afrique et au reste du monde que le continent peut se défendre seul, sans béquilles imposées. Tout se joue désormais sur une seule question. À l'approche de l'épreuve décisive de Tindaban, l'Alliance saura-t-elle transformer ce rêve d'indépendance en victoire tangible? L'heure de vérité approche, et chaque campement retient son souffle. À Tindaban, le destin du Sahel va basculer. La nuit où l'Afrique a choisi d'avancer seule. Non plus dans l'ombre d'un protecteur, mais à la lumière tremblante de ses propres convictions. À Tindaban, la préparation ne ressemblait à rien de ce que les générations avaient connu. Pour la première fois, le Burkina Faso, le Mali et le Niger coordonnèrent leurs forces sans aucun intermédiaire. Nulle présence étrangère, nulle voix venue d'ailleurs. Seulement des hommes et des femmes du Sahel décidés à écrire leur propre histoire. Dans la salle de commandement, la technologie parlait la langue du pays. Des drones, conçus et pilotés localement, filmaient chaque déplacement suspect. Un réseau de données, bâti par des ingénieurs de Ouagadougou, reliait en temps réel les trois armées. Les ordres circulaient, brefs et silencieux. Chaque unité savait où frapper, quand se replier, quand protéger les siens. L'attaque fut lancée sans bruit, à une heure où les envahisseurs dormaient encore. La mobilité des forces africaines déstabilisa l'ennemi. Des groupes légers surgissaient, frappaient, disparaissèrent dans la nuit, sans laisser de traces. La victoire se joua dans la discipline. Pas de charge héroïque, pas de sacrifice inutile. Juste une méthode, réglée comme un souffle. Les pertes furent très faibles du côté allié. Ce n'était pas un hasard, mais le résultat d'une stratégie conçue pour préserver ses enfants. Fini les générations sacrifiées pour un mirage de gloire. Ici, chaque vie comptait. Chaque soldat savait pour qui il se battait et pour qui il voulait revenir. Pour illustrer cette évolution, pensons à la bataille de Dien Bien Phu, en 1954, qui a marqué la victoire du Vietnam contre la France. Là aussi, la discipline, la préparation minutieuse et le refus de l'attente furent décisifs. Mais à Tindaban, la différence majeure réside dans l'utilisation de technologies conçues localement, symbole d'une Afrique qui ne se contente plus d'utiliser les outils des autres, mais qui invente ses propres solutions. Au matin, le silence tomba sur Tindaban. Les drapeaux des groupes armés s'étaient effacés dans le sable. Pour la population, ce n'était pas seulement la fin d'une bataille. C'était la fin de l'attente, la fin du sentiment d'abandon. Dans les villages, on vit renaître l'espérance, fragile mais obstinée, comme une flamme qu'on croyait morte. Mais plus encore que la victoire militaire, un enjeu plus grave se dessinait. L'indépendance africaine. Si l'alliance échouait, elle serait devenue la risée du monde, la preuve que l'unité africaine n'était qu'un rêve creux. Cette nuit-là, la crédibilité du continent s'est jouée sur une poignée de décisions, sur la capacité à tenir debout sans appui étranger, sur la promesse de ne plus attendre qu'on vienne sauver l'Afrique. La bataille de Tindaban n'a pas seulement changé le Sahel, elle a imposé une question nouvelle aux puissances du monde. Que reste-t-il à dire lorsque l'Afrique choisit de ne plus attendre? Mais la victoire de Tindaban n'est qu'un commencement. Déjà, de nouveaux défis s'annoncent pour l'Alliance africaine. Quand le monde doit reconnaître que les règles du jeu ont changé. Dans les capitales occidentales, c'est d'abord la sidération. Derrière des portes closes, des conseillers s'interrogent. Comment le Sahel, si longtemps relégué au rang de spectateur, a-t-il pu bouleverser la donne? À Paris, à Washington, le doute s'insinue. Ailleurs, à Moscou, à Pékin, dans les grandes villes du Sud, on observe ce réveil avec un mélange d'admiration prudente et d'ambition nouvelle. Au Burkina Faso,
Et dans les pays voisins, l'après-Tindaban s'écrit dans l'urgence et la vigilance. L'euphorie de la victoire laisse place à l'inconnu. Comment éviter que ce sursaut ne soit qu'un éclat passager? Le mot d'ordre devient l'unité, à tous les niveaux. Dans les écoles, on enseigne l'histoire partagée de la résistance. Sur les marchés, les circuits courts s'organisent, portés par des coopératives qui tissent une économie plus forte et plus juste. Les artistes recréent de nouveaux récits, tandis que la sécurité se réinvente. Brigades citoyennes et assemblées veillent ensemble, refusant de céder à la peur. Pour ancrer ce changement dans la durée, plusieurs initiatives concrètes voient le jour. Par exemple, l'Alliance des États du Sahel lance des bourses pour la formation des jeunes ingénieurs dans les domaines de la cybersécurité et de la gestion de l'eau. Des centres de recherche appliqués, comme celui de Ouagadougou, mettent en commun les savoirs traditionnels et les innovations modernes pour améliorer l'agriculture et lutter contre la désertification. Les femmes, longtemps marginalisées, prennent la tête de coopératives de transformation agroalimentaire, créant de la valeur ajoutée localement. Peu à peu, un sentiment inédit prend racine, une fierté populaire, profonde, presque silencieuse. Les jeunes, autrefois tentés par l'exil, commencent à revenir, porteurs d'idées neuves et d'énergie. Les communautés, longtemps divisées par la méfiance, réapprennent à dialoguer, à débattre, à se faire confiance. Sur les murs, des fresques racontent la bataille, non comme une revanche, mais comme un acte fondateur. Dans les couloirs de la diplomatie, souffle un vent nouveau. Pour la première fois depuis des décennies, une voix africaine s'élève, affirmée, décidée à se définir elle-même, sans tutelle. Les alliances se redessinent, les visites se multiplient entre États du continent. La parole du Sahel résonne jusqu'aux tribunes des Nations Unies, imposant le respect et forçant l'écoute. Cependant, l'enthousiasme ne dissipe pas tous les dangers. Les sanctions économiques, imposées par certains acteurs extérieurs, pèsent sur les échanges. Les vieilles divisions, qu'elles soient ethniques ou politiques, n'ont pas disparu d'un seul coup. Pourtant, une chose essentielle a changé. L'esprit de dépendance recule, et avec lui, la peur de toujours attendre un secours venu d'ailleurs. Ne pas saisir cet instant serait risquer de voir renaître les vieux démons, de laisser l'ingérence fissurer ce nouvel élan. Tous en ont conscience. C'est maintenant qu'il faut transformer la victoire en avenir durable. Mais la route vers l'autonomie véritable reste semée d'embûches. Chaque avancée exige de la vigilance et du courage collectif. Pour éviter que l'histoire ne se répète, il est essentiel d'impliquer la population à chaque étape. Cela passe par des consultations populaires sur les choix économiques et sociaux, par la transparence dans la gestion des ressources et par l'éducation citoyenne. Les radios communautaires, très écoutées dans les villages du Sahel, jouent un rôle clé en informant et en mobilisant la société civile. Des comités de veille, composés de jeunes, de femmes et de leaders traditionnels, surveillant la mise en œuvre des réformes et alertent sur les risques de corruption ou de dérive autoritaire. L'éveil africain ne s'observe pas de loin. Il se vit, il se rejoint. Ce qui s'est joué au Sahel n'est pas un simple moment héroïque à applaudir, mais une invitation brûlante à quitter la posture de spectateur. C'est le signal d'entrer dans l'histoire en marche, de prendre place dans le mouvement d'un peuple qui refuse d'attendre le salut. Désormais, l'alliance forgée au Burkina Faso n'est plus l'exception. Elle trace la voie d'une souveraineté conquise ensemble, d'une dignité arrachée à la résignation. Comprendre ce moment, c'est reconnaître que l'indépendance n'est jamais donnée une fois pour toutes. Elle exige chaque jour vigilance, lucidité et solidarité. Le Sahel vient de prouver au monde que le fatalisme n'est pas une fatalité, que l'intelligence collective, la technologie maîtrisée et la volonté partagée peuvent transformer le destin d'un continent. Ce soulèvement n'est pas qu'un exploit isolé. Il s'adresse à chaque conscience africaine et rappelle que la dignité n'est pas un rêve lointain, mais un horizon accessible par l'action. Refuser de s'engager, c'est répéter les erreurs du passé, s'enfermer dans la dépendance et perdre foi en sa propre force. Agir, c'est rejoindre la mémoire de celles et ceux qui, à Tindaban et ailleurs, ont prouvé que l'unité vaut 1000 discours.
Pour renforcer et pérenniser cet élan, voici quelques pistes concrètes. Premièrement, investir durablement dans l'éducation, dès la petite enfance, pour former des citoyens responsables et créatifs. Deuxièmement, multiplier les échanges intra-africains, à la fois culturels, économiques et scientifiques, pour réduire la dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Troisièmement, favoriser l'entrepreneuriat local, notamment dans l'agriculture, l'énergie solaire et les technologies de l'information. Enfin, encourager la participation citoyenne à tous les niveaux, pour que chacun se sente acteur et non spectateur de son avenir. Chacun porte sa part de la responsabilité. Rester simple témoin, c'est se couper du mouvement qui façonne déjà l'avenir. Prendre part, c'est faire du courage une habitude, de la solidarité une arme, de la vigilance un réflexe vital. Ce qui s'est levé au Sahel franchit toutes les frontières. C'est une leçon pour toutes les générations, une source d'inspiration pour celles et ceux qui refusent de croire que l'Afrique est condamnée à l'attente. S'emparer de cette histoire, la partager, c'est allumer la lumière du possible et raviver l'espoir là où régnait l'ombre. La vraie victoire ne se mesure pas seulement à la reconquête d'un territoire ou à la défaite d'un ennemi. Elle réside dans la fierté collective retrouvée, dans le respect imposé, dans la preuve que l'unité n'est plus un slogan, mais une force concrète. À celles et ceux qui doutent encore de l'avenir du Sahel, souvenez-vous de Tindaban, le lieu où l'Afrique a cessé d'attendre. Là où un continent s'est rappelé que sa dignité ne dépend de personne d'autre que de lui-même. Et si, cette fois, l'Afrique n'attendait plus? Car l'histoire n'est pas écrite d'avance. Comme jadis les peuples d'Inde sous Gandhi, qui ont chassé l'Empire britannique sans violence, ou les Sud-Africains qui ont renversé l'apartheid, le Sahel montre que la patience et l'unité peuvent déplacer des montagnes. L'Afrique d'aujourd'hui n'est pas condamnée à répéter les drames d'hier. Chaque choix, chaque acte de solidarité, chaque pas vers l'autonomie, écrit une page neuve sur le grand livre du continent. Il appartient à chacun, qu'il soit cultivateur à Kaya, enseignant à Niamey, étudiant à Bamako ou simple citoyen du monde, d'oser croire au sursaut africain. Refuser l'attente, c'est refuser la fatalité. C'est choisir chaque jour le camp de la dignité, de la créativité, de la fraternité retrouvée. L'Afrique a commencé à se lever. Il ne tient qu'à nous tous de marcher à ses côtés.